Salam, ça va quoi? Ouais, est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Super good. Ça se passe ou quoi? Ouais, bien ton t-shirt. T'as dit quoi? J'aime bien ton t-shirt. Ouais, Simer, toujours là. On me demande où est-ce que je l'ai eu. Bah écoute, ça fait plaisir, tant mieux. Didawi, je t'interviewe dans le cadre d'une série que je suis en train de réaliser sur la danse freestyle Ouais, et les danseurs qui ont su se démarquer. ok. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, je m'appelle Djidaou Diohar. En ce qui concerne la danse, j'ai dansé pendant 15 ans à peu près. J'ai commencé en 99-2000 pour m'arrêter en 2014-2015. Et ma spécialité, ça a été le popping. Euh, J'ai essayé de faire ce que j'aimais le plus en tout cas, de développer ce que j'aimais le plus et d'en faire part à tout le monde. Et j'ai eu ma petite carrière et puis voilà quoi. Ok. Succinctement, c'est quoi tes accomplissements, tes grands accomplissements dans la danse? Bah, déjà le premier, c'est d'avoir réussi à aimer ce que je faisais, je pense. Concrètement, c'est peut-être bête à dire, mais en fait je me suis jamais bridé, tu vois, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Et quand je discutais avec d'autres danseurs qui justement pouvaient être dans une étape de recherche ou autre, je voyais en fait que c'était pas si simple, tu vois, d'essayer d'être soi-même au maximum. Donc moi, pour moi, le premier accomplissement, c'est ça, parce que quand je me regarde, en tout cas quand je regarde des vidéos, tu vois, de l'époque, quand je dansais, et ben, je suis content de ce que je faisais. Tu vois, je suis assez fier de ce que je faisais. Et ça, pour moi, c'est déjà un bel accomplissement parce que ça m'a aidé dans plein de choses, même de ma vie. Tu vois, je reviendrai sur ça après. Ou sinon, après, grands accomplissements, c'est d'avoir atteint mes objectifs. Tu vois, il y a des scènes sur lesquelles je voulais danser, comme à l'époque à l'IBE, au UK B-Boy Champs. Pareil, il y a d'époque aussi, quand fallait être invité, tu vois, pour pouvoir y danser. Il y a encore d'autres scènes, je pense aussi. Je pense à la Villette en 2001, c'était les rencontres de danse urbaine. Bon, c'était les plus grosses rencontres en France à l'époque. Tu vois. Et c'est plein de petites étapes comme ça, en fait, où j'avais visualisé le fait d'être sur ces scènes-là. Pas forcément des grosses victoires ou autre chose, hein, tu vois, c'était vraiment d'y être, en fait. D'y être, de pouvoir y participer et de pouvoir montrer à tout le monde ce que je savais faire. Donc les plus gros accomplissements pour moi c'est ça et aussi d'avoir gagné aussi le respect des personnes qui m'avaient inspiré tu vois, quand j'ai commencé la danse. Et ça pour moi c'était un truc de fou. Tu vois, il y a même des personnes qui m'ont inspiré et au final après on dansait ensemble. Donc tu vois la boucle était bouclée entre guillemets. Et puis voilà, je pense que c'est un tout et d'avoir vraiment essayé de garder la même tu vois, là, j'avais une ligne directrice et j'ai essayé de la garder jusqu'au bout, en tout cas, de ne pas dévier parce qu'un tel disait ça ou ça. J'ai vraiment essayé de faire ce que je voulais du début à la fin. Quoi. Euh, cette question, non, elle n'est pas pour toi. J'allais te dire le sol, important ou on s'en fout? Ben, le sol est important si tu t'en fous pas. C'est Ben beau. ouais. Moi, j'ai jamais posé un genou. Ouais, tu l'avais dit. Tu Donc, l'avais dit. J'avais regardé. J'ai dit, mais c'est vrai, ça, oui, il n'a jamais posé un genou. ben, moi, franchement, j'ai le souvenir. Hein, j'ai dû le poser deux, trois fois, tu vois. Et souvent, même, j'étais obligé dans des chorégraphies et des choses comme ça. Mais à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et quand tu n'as pas envie de le faire, fais-le pas. Mais par contre, sois bon dans ce que tu fais. C'est juste ça qui est important. Tu me reparleras de cette ligne directrice. Pourquoi Yes. les battles? T'as dit quoi? Pourquoi les battles? Bah, les battles, déjà, je n'ai pas fait énormément. Hein. Tu vois, je n'ai pas fait énormément. Moi, ça arrivait tard, en vérité, les battles. Quand je dis battles, c'est les compètes. Tu vois, les compètes organisées, etc. Parce que moi, j'ai commencé, comme je te disais, fin 99, début 2000. Ma première compète, c'était le Juste Debout 2004, si je ne me trompe pas. Donc déjà, c'était 4 ans après. Et entre le Juste Debout 2004 et le dernier que j'ai fait, c'était quand? C'était le Serpent de Gand, les qualifs du Serpent de Gand en 2013. Franchement, j'en ai pas fait des masses. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 10 ans. En 10 ans, j'ai dû en faire peut-être une trentaine, hein, pas plus. Hein. J'en ai pas fait énormément. Donc, moi, ça a été plus une vitrine, les battles. C'est-à-dire, je me disais, c'était le meilleur endroit pour pouvoir montrer ce que je savais faire et surtout au niveau technique.
Parce que tu vois, si tu te mets dans le milieu un peu plus commercial, on va dire que ce soit la télé, les marques de vêtements, des chanteurs, etc., t'es pas là pour faire de la perf, pour montrer ta danse. Tu es là pour répondre à une demande bah, d'un artiste, d'une marque ou autre. Alors que dans les battles, tu viens pour te présenter toi et personne d'autre, et tu viens pour présenter ton travail. Donc au final, pour moi, c'était le meilleur endroit, en tout cas, déjà de un, pour avoir le respect du monde de la danse. En tout cas, des personnes qui connaissent la danse, tout se fait dans les battles, dans l'underground. Et, euh, et c'est pour ça que j'aimais y aller. Mais là où j'ai fait mes gammes, c'est pas forcément les battles, c'est plus les cercles, que ce soit en soirée, que ce soit même lors des événements ou même en salle, tu vois, en m'entraînant ou quoi que ce soit, ou dehors. C'est là où j'ai vraiment fait mes gammes. Et c'est là que j'ai gagné mes battles. En vrai, c'est là que je les ai gagnés. Entre guillemets, quand je dis battle, tu vois, ça peut être de simples échanges comme des vrais battles où on va call out, etc. quoi. Il y avait ça encore. Ça se fait de moins en moins, ça. Hmm. Quand on t'appelle, est-ce que tu as un trigger? Qu'est-ce que tu te dis quand on t'appelle en scène, quand c'est ton moment, quand c'est ton tour? Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, en fait, j'ai déjà commencé à me dire plein de choses bien avant, tu vois. Donc, c'est pas au moment où on m'appelle, en général, je suis prêt, hein. Tu vois, je suis prêt à y aller et je me dis, c'est parti, quoi. Qui commence? On s'en fout ou c'est important? Ça dépend, pareil, de la situation. Tu vois, si c'est une tête que tu as envie d'avoir depuis longtemps et que tu te dis, bah vas-y, je vais essayer j'ai envie de lui montrer au maximum que je suis au-dessus, ben je démarre direct. Pas besoin d'attendre, puisque je suis plus fort. Tu vois. Donc ça dépend de la situation, comme d'autres personnes, tu as envie d'échanger et tu vas essayer de jouer le jeu, bah vas-y, rentre, je vais répondre. Tu vois, ça dépend en fait des situations sur ça. D'accord. Mais il faut savoir jauger. Tu vois, c'est pour ça que moi, les événements où c'était du un passage, j'ai jamais compris. Parce qu'un passage, le mec, en fait, tu réponds, c'est terminé. Ouais. Tu vois, je veux dire, le mec, il peut même pas répondre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il te propose quelque chose et tu y réponds. Donc, tu as forcément un avantage si tu commences après lui. En un passage. Bah ouais. Le mec, il n'a pas une chance de se rattraper derrière si, par exemple, tu as bien répondu. Donc, je trouve que l'échange, il est un peu dans un sens, là, tu vois. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. J'essaierai de collecter plusieurs avis sur ça. Tu vois, genre qui commence, est-ce que c'est important? Et le coup ça dépend si c'est plusieurs passages ou un passage. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est important ce que tu Ah dis. ouais. Et d'où le fait que, tu vois, il y a eu le système, je crois que c'est Cosen, euh, de, qui vient d'Hollande d'ailleurs, où les battles sont jugés au passage. Je sais pas si tu as déjà vu, je crois que BC One, je crois qu'ils ont fait ça sur les derniers aussi. Mais en gros, premier round, et qui a gagné deuxième round, et en fait, c'est pour laisser des chances derrière, tu vois. Et pour savoir où t'en es aussi. Mais tu vois, sur du un passage, il suffit que le mec, il te fait un mouvement, tu connais pas très bien le mec en face, tu vois, par exemple, tu fais un mouvement, le mec, il arrive à venir derrière, à faire quelque chose d'un peu plus lourd, bah t'as perdu, de sûr. Donc, tu vois, tu peux pas, c'est pas un échange en soi. Pour moi, c'est tiens, je te donne un truc et réponds-moi. Donc, je sais pas, tu vois, moi, le concept du un passage, j'ai jamais vraiment compris. Tu vois. D'accord. Ok, intéressant. Euh, Qu'est-ce qui te déconcentre? Ce qui peut me déconcentrer sur un battle, encore une fois, c'est ça, hein. Quand tu danses. Quand tu danses, qu'est-ce qui te déconcentre? Moi, c'est si je me fais chier. C'est ça qui peut me déconcentrer si je m'ennuie, tu vois. Comme je t'ai dit, tu mets une musique qui me parle pas, bah ça y est, je suis plus dedans. Tu vois, c'est rien que ça, c'est suffisant. S'il n'y a pas d'énergie dans la salle, je suis pas dedans. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Donc moi, c'est plus le fait de pas être en train de kiffer. S'il y a une chose qui fait que je kiffe pas, ben limite je m'en fous, même je perds, je m'en fous en fait. Donc ce qui peut me déconcentrer, c'est ça. Donc ça vient surtout de moi à chaque fois. C'est pas forcément, c'est mon ressenti, je veux dire. Tu vois. C'est pas une personne qui va venir qui va me déconcentrer. C'est plus comment je vais ressentir les choses qui vont faire que je vais me déconcentrer. Mais il y a des personnes, tu vois, en battle, qui ont déjà essayé de me déconcentrer plus d'une fois. Tu vois, j'ai déjà répondu, etc. Et je reste dedans. Mais si par contre ça vient vraiment de moi, de mon ressenti en me disant bon ça, je kiffe pas, ben, ça y est, c'est fini. Et en plus c'est dur à se reconnecter. Deuxième chapitre, training. C'est quoi pour toi, frérot, un bon entraînement?
Bah, un bon entraînement, déjà, c'est savoir se situer. C'est-à-dire, est-ce que tu es en début de. Est-ce que tu es encore tu débutes, tu vois, dans la danse? Est-ce que ça fait un petit moment, tu commences à bien maîtriser tes bases? Est-ce que là, tu es déjà bon? Est-ce que tu as déjà développé ta danse? Tu vois, en fait, chaque statut, entre guillemets, comment je peux dire ça, chaque période d'une carrière, selon la période de ta carrière, en tout cas, tu vas pas t'entraîner de la même façon. Tu vois, mais moi, au début, sur mes premières années, je te dirais peut-être même les 6 premières années, un truc comme ça, je me suis toujours entraîné de la même façon. C'est-à-dire, déjà de un, je m'entraînais tout le temps, que ce soit mentalement ou physiquement. Tu vois, je me disais pas, tiens, il faut que je m'entraîne. Tu vois, c'était pas logique pour moi, ça. Moi, j'étais toujours en entraînement. Et encore aujourd'hui, je suis comme ça, mais dans d'autres domaines. D'accord. Aujourd'hui, je cherche toujours des idées dans d'autres domaines. Tu vois, j'essaie toujours de m'améliorer dans ce que je fais. Et ben, dans la danse, c'était pas vrai. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Le soir, quand j'allais me coucher, j'étais là, je me disais, putain, mais ça, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment il faudrait que je fasse pour que ça donne mieux, etc., pour que je me sente plus à l'aise? Donc, au final, ça, c'était la première des choses pour moi, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de, ah ouais, il faut que je prenne mon sac parce que là, je vais à l'entraînement. Parce qu'avant, en fait, je m'entraînais pas. Non, c'était constant. Mais après, quand j'allais en salle, déjà de un, on n'avait pas des salles quand on voulait. Donc ça, déjà, c'était une chose importante, d'avoir de l'espace, de pouvoir être avec d'autres personnes, d'avoir aussi d'avoir des miroirs pour pouvoir corriger ce qu'on fait. Rien que ça, c'était exceptionnel. Donc au final, on essayait de rentabiliser au mieux notre temps et la salle. Donc quand j'y allais, moi, c'était petit échauffement, et encore, je te parle pas d'échauffement, des vrais échauffements. Quand je dis échauffement, c'est juste danser un petit peu, tu vois. Parce qu'à l'époque, on s'échauffait pas, on s'étirait pas, on était éclatés, tu vois, à ce niveau-là. Et en gros, moi, je me disais, il faut que je sorte de la salle plus fort, entre guillemets. Donc, comment faire? Ben, je prenais une technique et je la bossais à mort, par exemple. Je vais répéter une base jusqu'à temps que je me dis, OK, maintenant, je peux peut-être trouver une petite variante ou autre. Mais j'allais jamais pour danser, genre comme si c'était une boîte, tu vois, comme si c'était une boum ou une soirée ou j'en sais rien, tu vois. J'y allais vraiment en me disant, je vais pour bosser des choses que je peux pas faire en dehors de la salle. Parce que j'ai peut-être pas l'espace et j'ai peut-être pas le matos qu'il faut. Donc quand j'y allais, par exemple, je disais, bah, aujourd'hui, vas-y, je vais prendre telle base, je vais essayer de trouver deux variantes. Et je vais la montrer après à mes potes et ils vont me dire si elle passe bien, si l'idée elle est originale ou pas. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Tu demandais des feedbacks. Ah ouais, bah, feedback, c'est la base. Si t'as pas de feedback, t'avances pas. C'est pas en se voyant dans un miroir. Le miroir, c'est pas un feedback. Tu vois, c'est les yeux d'autres personnes qui sont des feedbacks. Et encore une fois, les feedbacks, il faut qu'ils soient sincères. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui ne te connaissent pas, déjà, elles peuvent pas te donner de feedback. Concrètement, tu vois, c'est comme la personne qui perd un battle et qui va voir le juge qui ne connaît pas du tout et qui lui dit tu peux me donner un conseil. Ouais, le gars va dire ok, tu veux un conseil, mange des pâtes, tu vois, puis il s'en fout, tu vois. C'est un conseil, tu vois. Mais en soi, s'il ne te connaît pas, il ne sait pas, il ne peut pas te conseiller dans la direction dans laquelle tu vas aller. Donc en gros, il faut savoir demander aux gens qui te connaissent. Parce que si toi tu fais du hip-hop par exemple et que tu n'aimes pas faire du sol, si tu vas demander un feedback à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui te dit bah, tu devrais peut-être faire un peu de sol, ça va, tu vois, ça va varier ta danse, ben, en fait, il est en train de t'amener vers quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si c'est des personnes qui connaissent exactement tes objectifs, ou en tout cas la vision que tu as de toi, de la danse et de ce que tu as envie de faire, ils vont essayer de te conseiller par rapport à ça. Donc moi, c'était mes proches. J'ai jamais demandé, moi, à des personnes connues, etc., des blazes et tout, je m'en foutais de ouf. Tu vois, je me disais, eux, le jour où ils vont venir, ils vont me dire, ouais, t'es bon, bah, c'est suffisant, en fait. J'ai pas besoin qui me drive sur ma danse. Au pire, je prends un cours et pour connaître, par exemple, une technique précise que tel mec peut faire, tu vois. Mais en D'accord. soi, il faut du feedback. Ça, c'est officiel. Ça, Et, Et c'est pour ça, même quand tu regardes bien dans la danse, il y a très peu de personnes qui ont un gros blaze qui n'ont pas eu de crew, par exemple. qui ont été loups, hein, ah, qui ont été seuls. Qui ont été seuls, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Tu dit, c'était quoi ton crew, toi d'ailleurs? Tu l'as dit tout à l'heure? Non, j'avais le groupe, c'était 59 crew. De base, c'était 59 760, c'était notre code postal. Là, on faisait beaucoup de création. Après, c'était 59 crew pour les battles. Et après, en deux bouts, parce que là, c'était plus du break, mais en deux bouts, j'étais avec les gens X. Les gens X, ok. C'est quoi ton taux d'entraînement? Est-ce que tu te souviens un peu du taux d'entraînement qui t'a amené là où tu as été le meilleur? Franchement, tous les jours. Moi, c'était tous les jours et quand je voulais. Ça veut dire que j'avais pas d'horaire précise. Sauf, comme je te disais quand j'allais en salle. Mais même en salle, à partir de
2009, 2010, les dernières années, j'allais quasiment plus. En fait, je trouvais, j'arrivais plus, tu vois, j'étais plus motivé. Tu vois, j'y allais de temps en temps, mais plus régulièrement du tout comme avant. Mais au début, c'était la folie, j'étais un passionné de dingue. Donc du coup, dès que je pouvais aller, même quand c'était pas mes créneaux dans la salle, quand c'était par exemple des créneaux d'autres groupes, par exemple à des niveaux différents, j'allais, je me mettais dans un coin, je m'entraînais. Et parfois, je faisais du 13h, 20h dans la salle. Tu vois, je restais dedans et je m'entraînais, je me posais, je discutais, je vivais là-bas en fait. Tu vois. Donc c'est comme un mec qui fait du son et qui vit en studio. Moi, je restais en salle dès que je pouvais. Si on me disait, tiens, aujourd'hui, t'as la salle pendant 10 heures, je vais rester 10 heures. Tu serais capable de me dire, c'est un truc, j'essaie vraiment de faire une étude dessus. Euh, les athlètes connaissent leur taux d'entraînement. Mhm. Parce qu'ils sont accompagnés, c'est un peu plus, comment dire, quantifiable. Tu vois, tu peux pas te mettre à faire un sprint dans ton appartement, Mhm. c'est du 100 mètres. Donc, tu sais à peu près combien d'heures tu fais par semaine tes entraînements, parce que pareil. Nous, en danse, c'est plus abstrait parce que là, tu vois, je peux travailler ma danse tout à coup pendant 5 minutes. Est-ce que malgré ça, tu serais capable de me dire approximativement sur une semaine, tu bossais combien d'heures? Bah, quand j'ai démarré, en tout cas, je pense que je devais être du 2-3 heures par jour, je pense. Tu vois. Donc, Ok. je dirais du 20 à 25 heures par semaine à peu près minimum. Et tu sais à quoi ça correspond par rapport aux autres domaines de sport? Pas du tout. Mais après, moi, tu vois, je compare jamais au sport. Parce que, en fait, quand tu fais de la perf, tu vois, si par exemple un B-boy qui a envie de travailler le Thomas, tu peux le compter en heures, je pense. Parce que, tu vois, c'est de la performance physique. Mais dès que tu as de la créativité, c'est très difficile à quantifier, tu vois. Tu ne peux pas. Tu vois, il y a beaucoup de. C'est très intellectuel, c'est très mental, en tout cas, la danse, moi, je trouve, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu prends le sport, les légendes du sport, peu importe le sport, ils sont souvent catégorisés comme des artistes. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais tu prends un gars comme Zidane, quand tu écoutes des interviews d'autres joueurs qui parlent de lui, qui disent oui, le mec, quand il jouait, c'était une œuvre d'art, on avait l'impression que le temps s'arrêtait, etc. Tu parles de ça que quand tu vois de l'art. Tu dis jamais ça sur du sport en général. Et pourtant, il y a quelques personnes. D'ailleurs, tu as déjà joué à FIFA sur la Play, sur la Play, tu vois, quand tu joues dans, je crois, que c'est l'Ultimate Team, tu peux acheter comment dire, pas des compétences, mais c'est comme pas une personnalité, comment on peut dire ça, mais tu vois, tu peux dire, par exemple, tel joueur, c'est l'architecte de l'équipe, c'est le créateur de jeu, etc. Et bah, tu avais artiste à un moment donné. Parce Ok. que le mec, c'est celui qui est créatif. Tout le monde pense qu'il va passer la balle à ce gars-là, et en fait, non, il va se retourner, il va la donner de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, dans le sport, il n'y a personne qui arrive à le quantifier. Parce qu'on parle de talent, tu vois, on va parler de ça, tu vois, il n'y a personne qui arrive à dire, bah, pour être Messi, il faut autant de temps. Tu vois ce que je veux dire? Pour être Ronaldinho, il faut autant de temps. Par contre, on va dire, pour être bon, il y a un minimum d'heures de travail, parce que voilà, ça demande énormément de travail pour être à un haut niveau. Mais ceux qui sortent du lot, tu sais, tu peux pas le continuer. D'accord, c'est intéressant. Bon, en tout cas, pour le point commun de départ, tu dis jusqu'à une certaine limite. C'est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que c'est 15-20 heures, c'est le taux d'entraînement des athlètes nationaux, du coup. Les Ok. athlètes que j'ai interviewés qui ont des résultats qui se hissent au rang des meilleurs de leur pays, ce sont des gars qui sont sur du 15-20 heures d'entraînement par semaine. Et puis ensuite, vient se rajouter ce petit truc, cette façon de voir les choses différemment, cette façon de penser, cette créativité, cette façon de travailler, d'optimiser son temps différemment, qui va Mhm. faire la différence sur du long terme et qui va faire qu'il y en a qui vont passer artistes et il y en a Ouais. d'autres qui vont juste être très bons. Mais en tout cas, la porte d'entrée pour être très bon ressemble à ce que tu me dis dans la danse et je trouvais ça intéressant. Ouais, et la dernière chose sur laquelle il faut surtout s'appuyer, et tu l'as bien mentionné, c'est que dans le sport, tu es accompagné. Et dans la danse, concrètement, si tu t'entraînes mal, si tu n'as pas le bon process, même quand tu t'entraînes, par exemple, tu perds du temps. J'en ai vu beaucoup qui me disaient, tu sais, je m'entraîne autant d'heures et je m'entraînais bien moins qu'eux, tu vois. Et quand je les voyais s'entraîner, je me disais, bah, je comprends pourquoi tu n'avances pas, en fait. Donc, il y a aussi ça, il y a comme difficulté dans le milieu de la danse, c'est vu que c'est pas très cadré, on n'a pas un process super défini, il y a plein d'écoles différentes, il y a plein de manières de faire, tu peux démarrer avec telle et telle base,
alors qu'un autre va démarrer avec des bases totalement différentes, ta manière de bosser, ça va énormément jouer aussi sur ta progression. Du Donc coup, malheureusement, il y a des personnes qui vont pas s'entraîner efficacement alors qu'elles le pensent. oui, ouais, bien sûr. Et on a tous des exemples comme ça. Bien Et, sûr. euh, et ouais, c'est important d'avoir un mentor ou pas? T'es dans quel, Euh, que tu es sur une qualité ou pas? Dis-moi, mentor ou pas mentor? mentor, mais dans tous les domaines de toute façon, de la vie. Hein. Mentor, c'est le mec qui éclaire. Tu vois. Ça veut dire qu'il est déjà parti sur le terrain, il peut t'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ou en tout cas, ce qui est mieux de faire et ce qui est moins bien, moins, comment on peut dire, moins bien de faire, tu vois, lui, il l'a déjà fait. Donc au final, c'est toujours mieux d'avoir une personne qui te donne cette voie-là. Ça, c'est sûr et certain. Et à tous les niveaux. Tu vois, que ce soit. De toute façon, on a toujours eu des mentors. Tu vois. Quand on grandit, on a deux mentors avec nous. Tu vois, quand on va à l'école, on en a un. Et quand on va au collège, on en a un toutes les heures. Quand tu fais du sport, tu as souvent des entraîneurs. Tu vois, le seul truc, c'est que des fois, des personnes qui n'en ont pas forcément, qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et puis, tu choisis pas aussi. Tu choisis pas forcément les mentors, tu vois. C'est aussi ça la différence. Tu peux choisir, hein. Tu vois, attention, je dis pas que tu peux pas, mais dans la globalité des choses, des fois, on n'est même pas assez mature pour comprendre qu'il nous faut un mentor. Et quand tu le comprends et que tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien en trouver un, bah, tu essaies d'en trouver un qui te correspond et tu ne trouves pas forcément. Et puis le mentor, il faut que lui aussi il veuille de l'autre côté. Parce qu'après, il y a un mentor et prof de danse, par exemple. C'est pas, un prof de danse, je ne le vois pas comme un mentor. Un mentor, c'est en dehors des cours de danse. C'est le gars qui va te parler de la vie, qui va te dire quel choix faire par rapport à ce que tu veux faire, qui va t'accompagner. Mais un mentor, pour moi, c'est pas un gars que tu payes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un gars que tu dis, bah, ouais, je vais payer parce qu'il me donne 15 heures de mentoring. Tu vois. Si je suis pas trop dans. Moi, je pense que le mentor, il doit avoir l'envie vraiment d'aider la personne parce qu'elle croit en ce qu'elle fait. Ouais, d'accord. Très intéressant. Très intéressant. Euh, cette question, non, elle n'est pas pour toi. J'allais te dire le sol, important ou on s'en fout? Bah, le sol est important si tu t'en fous pas. C'est Bah, beau? ouais. Moi, j'ai jamais posé un genou. Ouais, tu l'avais dit. Tu me Donc, l'avais dit. J'avais regardé. J'ai dit, mais c'est vrai, ça, oui, il n'a jamais posé un genou. moi, franchement, j'ai souvenir, hein, j'ai dû le poser deux, trois fois, tu vois, et souvent, même, j'étais obligé dans des chorégraphies et des choses comme ça. Mais à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et quand tu n'as pas envie de le faire, fais-le pas. Mais par contre, sois bon dans ce que tu fais. C'est juste ça qui est important. Qu'est-ce qui manque pour toi dans les écoles de danse? Déjà, j'en ai pas fait d'école de danse, tu vois, perso. Donc, je connais pas exactement tous les process dans les écoles de danse. Après, des retours que je peux avoir, je sais que chaque école de danse a vraiment sa manière de développer ou de t'enseigner ou de même leur pédagogie. Donc, travailler aussi, c'est propre à chaque école de danse. Euh, Ce qui manquerait, en tout cas, des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont passées dans ces écoles, c'est le côté mental. Je pense qu'il n'est pas assez travaillé. Tu vois, quand je dis mental, c'est vraiment déjà apprendre un peu plus à se connaître aussi, au lieu de juste apprendre. Tu vois, c'est comme à l'école. C'est exactement comme à l'école, en fait, tu vois, en France. Quand tu vas à l'école, tu vas en maths, tu vas en français, tu vas en géo, etc. Mais il n'y a pas une matière sur toi-même, en fait. Il n'y a rien sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sortent de troisième, ils vont au lycée et ils savent même pas quoi faire encore à l'école. Il y a des personnes qui ont le bac qui savent toujours pas quoi faire dans la vie. Parce qu'on n'a pas le temps où tu apprends à te connaître. Tu vois? Donc, je pense que dans les écoles, euh, il manque cette petite partie-là. Et après, je pense que ça a dû évoluer aussi entre-temps, mais il y a encore un an ou deux, on parlait beaucoup du côté professionnel. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore de vision globale de comment être pro dans la danse et comment en vivre. Parfois, ils ont une direction ou deux, mais ils n'ont pas toutes les directions, ils n'ont pas toutes les options. Donc, je dirais que c'est ça qui manque. Après, en termes de mouvement, tout ça, je pense que c'est assez riche. Il y a des profs, il y en a en pagaille. Donc, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre, tu vois. Après, et selon l'école aussi, hein, tu peux venir d'une école où tu t'entraînes, tu vas prendre des stages et tu t'entraînes solo dans ton coin avec des potes et ça fonctionne aussi. Je note un truc que tu m'as dit, c'était très intéressant.
Ok frérot, tu m'as sorti une phrase, là je m'en souviendrai, des cours sur toi-même. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas assez de cours sur toi-même. Ouais, c'est vrai, c'est un bon résumé pour chercher le mot des cours un peu qui manquent en général, même dans les écoles, les cours sur toi-même. Ok, let's go, tac au tac, un film préféré. Un film préféré? Euh, Un film du moment qui te vient en tête. Je sais que c'est une question qui est dure. Un film qui te vient en tête là. Voilà, c'est un truc de ouf parce que déjà j'ai eu 1000 titres qui arrivent en même temps. Non, après, un de mes classiques, ça a toujours été Retour vers le futur 2 quand j'étais petit. Ça a toujours été un film que je pouvais regarder autant de fois que tu veux, ça me dérange pas, tu vois. Mais selon le genre, j'ai des films différents. Ok, au niveau inspiration, tiens, soyons dans ce thème-là. Un film qui t'inspire ou que tu te dis, putain, tu ressors de là, t'as envie de tout arracher, quoi, tu vois. Dans le bon temps. Un film qui m'inspire, qui me motive, quoi. Oui, Bah, moi, je te dirais pas un film, je te dirais des acteurs. ok, Tu qui? vois. Genre du Denzel Washington, tu vois, ça m'inspire à mort. Du Brad Pitt, ça m'inspire à mort. Du Nicholson, ça peut m'inspirer à mort. Tu vois, en fait, c'est des acteurs. Ok. Un livre du moment ou un livre un des livres qui t'a le plus marqué positivement? Bah là, le livre du moment, je suis retourné dans le Coran, forcément, tu vois, vu la période. Et, Moi, hein, franchement, ça et me va. l'autre livre, là, je suis en plein milieu de Power, les 48 lois du pouvoir. Robert Greene? Ouais. Ça me parle ce que tu dis, frérot, parce que mon livre, je crois que vraiment dans mon top du livre, il y a Robert Greene. C'est pas les 48 lacs du pouvoir que j'ai juste feuilleté. Ouais. Je les ai lus les unes après les autres. J'avais Mhm. le livre et je devais le rendre, je l'avais pas longtemps. C'est Excellence. Ouais, L'excellence. je vois. Ok. Ouais. Ouais. Je l'ai pas lu celui-là encore. Oh, l'excellence, il m'a envoyé, il m'a donné tout ce que je voulais. Vraiment, Franchement, c'est pas mal, hein. il m'a fait beaucoup de bien, l'excellence. Même les 48 lois du pouvoir, il y a beaucoup de rappels, tu vois. Après, Ouais, faut le dire vraiment, et encore une fois, l'intégrer avec sa personnalité, dans sa vie. Mais oui, ouais. franchement, c'est des bons petits rappels. Et je sais pas, j'en avais besoin, tu vois. Je m'étais dit, ça peut être pas mal d'avoir des nouvelles infos aussi, peut-être que t'as pas calculé. Ou des fois, tu le connais, mais tu le mets pas du tout en route. Donc, ça peut Bah, être. tu me parlais du Coran. Le Coran, c'est plus de 50% de rappel, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, et surtout qu'il y a de quoi mettre en route aussi, quoi. Clairement, il y a de quoi bosser sur les trucs. Quel sacrifice tu as fait? Quel gros sacrifice tu te souviens d'avoir fait dans ton parcours de danse? Hum, Cite-moi un. Les sacrifices, sacrifices. Sacrifice, c'était peut-être de pas réfléchir de la même façon que beaucoup d'autres personnes autour de moi. C'est-à-dire, des fois, je m'étais un peu, je vais pas dire isolé ou marginalisé, mais il y a eu des périodes où on me prenait peut-être un peu pour un fou, tu vois, dans ma manière de voir les choses. Et le sacrifice que j'ai fait, c'était de me dire, vas-y, je crois en ce que je pense et je m'en fous, même si ça peut m'isoler un peu des autres. Ce que tu ressens, quand je dis isolé, c'est pas les gens ne me parlaient pas, mais on me voyait peut-être un peu différemment, tu vois. Et moi, c'est pas un truc que je kiffe forcément, tu vois, qu'on me voit différemment. C'était, moi, je voulais être avec mes potes, etc. Mais je sais que très jeune, je pensais comme une personne qui n'avait pas mon âge, tu vois, bien plus âgée que moi. Et on me l'a toujours dit, tu vois. Et c'est parce que je côtoyais des personnes qui étaient plus âgées que moi aussi. Donc, j'ai jamais vraiment fait mon âge mentalement, en fait, depuis que je suis ado. Donc, je pense que c'était ça le sacrifice, parce que des fois, ça me faisait chier, tu vois, de me dire, tu vois, on dirait qu'on se comprend pas sur certaines choses. Je sais pas comment dire, c'est pas ouf, hein, ce que je te dis, hein. Mais pour moi, c'était quelque chose de lourd. Tu vois, c'était quelque chose qu'il fallait assumer, quoi. Donc, je pense que c'était ça. Ça, c'est un gros sacrifice. Et Avoir dû accepter d'être différent. ouais, ouais, c'était accepter de, en tout cas, penser différent. Je vais pas non plus avoir je vais pas avoir la prétention de dire que j'étais différent, mais je sais que je pensais différemment. Tu D'accord. vois. Et parfois, ça pouvait me faire chier. Donc, je me disais, vas-y, je m'en fous, j'y vais à fond. Et puis voilà. Ça me va. Est-ce que tu es un grand consommateur de musique ou pas du tout? Bah, nettement moins qu'avant, aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais à l'époque, ouais. Mais c'est surtout que j'écoutais très peu de. Tu vois, en tout cas, pour revenir sur tout ce qui est battle, training, etc., ça, j'écoutais jamais en dehors du milieu, quoi. C'est-à-dire que si j'étais pas dans un événement, jamais j'écoutais des sons qui passaient dans les événements.
Tu vois, vraiment pas. Moi, j'étais plus rap français, rap US, mais à mort. Je pouvais écouter des sons de partout. Tu vois, j'ai plein d'inspi, que ça soit de la deep house, que ça soit de la new jack à l'époque, que ça soit du R&B, que ça soit des sons plus internationaux comme africains ou autres. Moi, tant que ça me touche, ça me parle, j'écoute. J'avais zéro complexe à ce niveau-là, par contre. Tu vois, Ok, même en training solo, je m'entraînais jamais sur des sons qu'on mettait en salle. d'accord. C'est-à-dire que si tu prends mon iPod, encore maintenant, il y a quelques sons, tu vois, tu vas pas entendre une musique de pop. Mais par contre, toutes les musiques que tu entends, je m'entraînais dessus. C'est rigolo que ça t'ait quand même servi, enfin que t'aies pu très vite t'adapter musicalement en événement, en battle, alors que tu arrives un peu en terrain inconnu, ça fait une Bah, en fait, je les connaissais les sons parce que tu les entends tout le temps. Tu vois, donc Ah forcément, des fois quand j'allais en salle, je les entendais encore parce que j'ai des potes qui les mettaient. Mais plus un son je le connaissais moi, plus je me faisais chier dessus. Donc je me disais, il faut que je le connaisse parce que tout le monde va le connaître et je peux peut-être partir c'est pas un avantage en tout cas, tu vois, de ne pas le connaître. Mais à côté de ça, vraiment, tu vois, moi je m'entraînais sur des sons super différents. J'ai même des périodes si je prends des moments, ou des vidéos à certaines périodes de ma carrière, et ben je peux te dire à quel moment je m'entraînais sur quel son, parce que je le vois dans ma danse. tu jouais d'un instrument ou pas? Non, non, non. J'ai Ok. fait un peu de flûte à l'école comme tout le monde. Ah, Après, on a essayé de pas en faire quand on dansait. ouais, on va essayer de pas trop en parler de ce moment-là. Hum. Ok, bah, du coup, la question, qu'est-ce qui t'a démarqué comme professionnel? Ça, c'est une question qui est importante pour moi, frérot. Qu'est-ce qui t'a démarqué comme professionnel? C'est-à-dire, Qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer, toi, comme professionnel, là où d'autres. Tout à l'heure, tu as commencé à m'en parler. Peut-être ouais. que tu fait le tour, mais tu as commencé à m'en parler en me disant bah, ma vision de voir le battle comme source indirecte d'opportunités professionnelles, Mhm. ça m'a permis de, etc. Tu vois. Je veux pas trop te donner de pistes, tu vois, mais Ouais. Non, mais je vois. Mais de toute façon, déjà, professionnel, dans la danse, hein, pour être professionnel, il faut quand même déjà avoir quelque chose à proposer en termes de danse. Tu vois. Après, là, on parle vraiment du milieu des battles. Parce qu'il y a des personnes qui donnent des cours qu'on ne voit pas forcément, par exemple, dans les battles, et pourtant, ils enseignent très bien. Mais ça dépend de leur cursus aussi, de comment ils ont appris la danse, est-ce qu'ils s'y connaissent aussi techniquement, est-ce qu'ils ont une bonne pédagogie, etc. Mais dans mon cas, moi, dans le milieu des battles, moi, j'essaie d'amener ma touche, déjà, pour marquer la différence, forcément, pour que ça soit intéressant. Tu vois, il y a encore 2 semaines, là, tu vois, par exemple, il y a un jeune qui m'a contacté pour avoir des cours en ligne sur tout ce qui est ligne et web. Donc, si la personne elle me demande aujourd'hui, alors que ça fait depuis 2014 que je danse plus, c'est qu'il y a, c'est que j'avais peut-être un truc que les autres n'avaient pas. Tu vois, en tout cas, aujourd'hui, je peux le traduire comme ça. Parce que sinon, on ne me contacterait pas. Alors que tu vois, je fais zéro pub sur ça aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, je communique pas sur elle et je lui donne des cours en ligne, etc. Je ne l'ai même pas fait une seule fois. Donc, pour moi, c'est déjà se démarquer en termes de danse. Et après, par contre, il y a les savoir-être. C'est-à-dire que quand je commence à travailler, il faut être pro. Et là, je pense avoir été bon, en tout cas, sur ça. Tu ça veut vois, dire. j'ai commencé à bosser réellement dans la danse à partir de 2007, tu vois, à commencer à donner des stages de 2007 à 2015. 2007 à 2015, j'ai raté un vol, c'était pour la Corée. Et encore, c'est parce que mon train, il était bloqué sur une voie. Donc j'ai eu une heure et demie de retard. Je suis arrivé à l'aéroport et les guichets étaient fermés. Mais du coup, j'ai repris un billet de moi-même et je suis reparti le lendemain. Et j'ai raté un train qui allait à Toulouse, je crois, si je ne me trompe pas. Et encore une fois, bon, je ne vais pas mettre la faute sur d'autres personnes, mais on était deux. Tu vois, on était deux, mais moi j'étais à la gare et j'attendais, tu vois. Mais concrètement, j'essaie d'être le plus pro possible, surtout de jamais prendre les gens de haut quand j'allais quelque part. J'ai essayé, après peut-être qu'il y a des périodes où des fois, tu vois, ta tête, elle peut grossir un petit peu, on reste humain, tu vois. Mais à ma connaissance, tu vois, j'ai jamais eu de très gros mauvais retours. J'ai toujours eu des bons retours. Et moi, le plus important, en tout cas, c'était l'image que j'allais donner, d'être super carré. La personne, elle me demande d'être là à telle heure le matin, je viens à telle heure. Quand je parle aux gens, je les respecte tous. On me demande quelque chose, j'essaie d'y répondre au maximum. Tu vois,
Bon, pour moi, tu vois, on n'est rien, nous, tu vois. À partir du moment où tu sors dans la rue et que personne ne te connaît, t'es personne, tu vois. Tu peux être le plus connu d'un dance hip-hop, si tu marches dehors et que personne ne te reconnaît, t'es personne. Donc, tu vois, j'essaie de garder cette mentalité-là, moi, d'être disponible le plus possible et d'être carré dans tout ce que je peux faire. C'est-à-dire que si on me demandait des stages, je voulais que mon cours il soit top. Si on me demandait de juger, j'essayais d'être le plus impartial possible et de juger de la meilleure façon, en tout cas pour pouvoir justifier mes choix, mais qu'ils soient aussi cohérents. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à justifier, mais c'est pas cohérent. Tu vois, donc il faut savoir aussi juger sur ça, ou en tout cas que ça soit cohérent. Donc moi, je jugeais pas ce que j'aimais, je jugeais ce qui était bon en face de moi, point. Et voilà, tu vois, à tous les niveaux, j'essaye d'être le plus pro possible. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi réussi à rebondir sur d'autres choses et que ça fonctionne aussi très bien. Parce qu'au niveau des savoir-être, je garde la même chose, mis à part que je danse plus. C'est ça, savoir-être. J'en arrive aux 4 dernières questions. Bon, bah ça, on est vrai. Où est-ce que tu es le plus heureux quand tu danses? Sur scène, en battle, dans l'herbe, en training, avec ton futur bébé dans les mains? Franchement, moi, c'était en cercle et dans ma chambre. Ok, point. Ok. Quel est l'apport de la danse dans ta vie? Quelques attributs comme ça, même si on a déjà un petit peu parlé du coup. Quel, allez, 2, 3 grands points que ça t'a apporté dans ta vie. Bah, déjà, me connaître, tu vois, ça c'est forcément, tu vois. Mais en fait, quand je dis me connaître, c'est que j'ai vite été en confiance par rapport à ce que j'étais, tu vois. J'ai pas eu besoin de. Je veux dire, quand j'allais à l'école, si je te montrais non seulement quelques photos à l'école, tu voyais que j'avais un pantalon de survêt jaune avec des baskets rouges, tu vois, je m'en foutais de ouf de ce qu'on pouvait penser en fait. Tu vois, parce qu'en fait, j'étais déjà. J'avais compris qu'en fait, il fallait être soi-même. Donc ça m'a apporté de dingue, tu vois, de ouf. Après, forcément, professionnellement parlant, ça m'a appris à être. Comment dire ça, à pas être autonome, mais à apprendre vite, tu vois, à apprendre vite et d'appliquer rapidement aussi. Tu vois, la danse, ça m'a apporté ça parce que aussi bien en danse, j'ai essayé d'apprendre rapidement les mouvements pour pouvoir les appliquer au mieux. Mais à côté de ça, j'ai gardé ce process-là, ce qui fait que dans la vie maintenant, euh, si je veux un nouveau skill, ben, je vais m'y mettre et je vais me dire, je vais l'utiliser sans avoir peur en fait de me dire, ouais, mais je suis pas assez bon. Je sais que ça prendra du temps pour être bon, mais je peux l'appliquer et avancer petit à petit. Donc ça m'apporte à moi. Après, le côté créatif, forcément, je dis pas que la danse, sans la danse, j'aurais pas été créatif, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une petite gymnastique qui était en place dans ma tête, qui l'est toujours aujourd'hui. Et maintenant, j'associe facilement les choses, je peux même les décomposer, tu vois, ça va vite en fait. C'est pas un truc qu'on contrôle forcément, mais je l'ai tellement fait avec du mouvement qu'aujourd'hui, je le fais avec tout. Donc ça m'apporte à mort. Quoi d'autre? J'essaie de donner des trucs comme ça à la chaîne, mais ouais, la créativité mais ouais, l'autodiscipline, hein, comme je te disais, tu vois, c'est beaucoup d'autodiscipline aussi parce que vu qu'on n'a pas de cadre dans le milieu de la danse, il n'y a personne qui va dire ouais, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Des fois, on te laisse dans la merde en fait. Donc, c'est vraiment s'autogérer. Tu vois, c'est vraiment apprendre les choses et de vite comprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais en autonomie, sans forcément devoir en parler avec beaucoup de monde pour le comprendre. Donc je pense que il y a eu aussi cet aspect-là, tu vois, d'autodiscipline, d'autogestion, beaucoup de choses d'entrepreneuriat aussi. Tu vois, l'entrepreneuriat au sens large, d'entreprendre quelque chose parce que j'ai toujours considéré la danse comme une entreprise. Moi. Quand je dis entreprise, c'est ma danse. Pas le monde de la danse, mais ma danse, c'est une entreprise dans le sens où je dois le développer. Après, vu que je pouvais en vivre, il fallait que je la vende, il fallait que je sache en parler, il fallait que je trouve de nouvelles opportunités et des nouvelles idées pour pouvoir m'exporter encore plus loin. Donc, tu vois, c'est aussi le côté entrepreneuriat, il est venu aussi de la danse, même si je pense que c'était déjà un petit peu dans mon caractère. Mais ça m'a aidé à le travailler et à m'en servir aujourd'hui sans avoir peur de quoi que ce soit, quoi. Maintenant, j'ai une idée, je la développe, j'y vais, tu vois. Je me pose pas 1000 questions. Donc, je pense que j'ai essayé de faire un peu le tour. Mais après, il y a tellement de choses, tu vois, que ce soit Ouais. même l'échange avec les autres, la communication, il y a trop de choses, en fait. C'est trop riche, c'est abusé. C'est riche, hein. Ouais. Ouais. Un de tes moments les plus magiques.
Dis-moi la scène. Un de tes moments les plus magiques dans ton parcours de danse. Dis-moi la scène. Les moments les plus magiques, bah, il y avait les rencontres de la Villette en 2001, parce que tu vois, j'avais 13 ans, j'arrive à Paris comme ça avec mon groupe, on me fait signer un contrat. Tu vois, genre, j'étais là, je tournais des pages signées, tu vois, j'étais là, j'ai 13 ans, c'est quoi ce délire et tout, j'allais être payé. Euh, Tu vois, et quand le rideau il s'est ouvert, c'est la salle Charlie Parker à la Villette, tu vois, à Paris. Quand il s'est ouvert et t'entends les gens crier à mort, t'as l'impression que la salle elle tremble. C'était un moment de dingue parce que c'était mon premier objectif, tu vois, de scène quand j'étais petit. Et je l'ai fait en un an. Donc tu vois, je me suis dit putain ça y est, j'y suis. Allez, on passe à autre chose maintenant. C'est quoi la suite? Donc ça, je vais m'en souvenir à vie. Après, comme je t'ai dit, il y a des scènes sur lesquelles je suis monté, comme Yuki Boychem, ça m'a vraiment marqué. l'IBE, pareil. L'un des moments après qui m'a le plus marqué, c'était dans d'autres pays, hein, tu vois, au Brésil, comment on m'avait accueilli, c'était un truc incroyable. Après, forcément, il y avait, quand j'ai fait ma démo à Bercy sur la finale du JD, quand je l'avais jugé, parce que je savais que c'était la dernière fois où je dansais en étant actif, tu vois, dans le milieu. En fait, personne n'était au courant, parce qu'en fait, j'ai annoncé après. Mais moi, je le savais, tu vois. Donc, c'était quand même bizarre, tu vois, de se dire, c'est la dernière fois que tu vas danser là, certainement. Tu vois, c'était un sentiment, quand j'y pense, même maintenant, tu vois, ça me faisait mal, mais à côté de ça, j'étais content. Parce que je me suis dit, ça y est, je passe un cap, tu vois, je change de life. Je vais aller vers autre chose, je vais découvrir encore de nouvelles choses. Mais voilà, tu vois, t'es passionné, tu kiffes. Donc, c'était un gros choix pour moi. Donc, ça, c'était un gros moment, tu vois, alors que ça a duré qu'une minute, mais j'avais l'impression que ça durait une éternité, tu vois. Moi, sinon, après, j'en ai plein d'autres, hein, mais les gros moments, on va dire que c'est ça. Après, il y a des échanges qui vont rester à vie dans ma tête. Tu vois, il y a beaucoup de choses, quoi. C'est beau. L'avenir, l'avant-dernière question. L'avenir pour toi? L'avenir pour moi, c'est continuer à construire ma petite famille, tu vois, d'essayer de l'agrandir encore plus. Et après, professionnellement parlant, moi, tu vois, ça va, j'avance. J'avance. Je sais que dans 5 ans, je serai pas au même endroit que dans 10 ans. Mais c'est toujours mon- le plus important pour moi, c'est de faire ce que je veux. Genre, si j'arrive à faire ce que je veux, tout va bien. Question du Dawi. Un conseil pour la nouvelle génération. Un conseil. Ah, bah, tu sais quoi, je vais te dire un conseil que j'ai donné il y a très peu de temps, d'ailleurs. Pas du tout à la nouvelle génération en plus, mais une génération, on va dire, qui était juste après moi. J'avais vu une interview en 2000, putain, peut-être 2006 ou 2007, je sais même plus, je crois que c'était Yuval qui l'avait fait à l'époque, de Walid. Et l'interview en soi, tu vois, je m'en souviens même plus, hein. Mais je me souviens justement du conseil qu'il avait donné. Parce que au début, je n'avais pas très bien compris et je l'ai compris peut-être un an après, tu vois, un an ou deux après. En fait, il avait dit, kiffez votre époque. Et tu vois, j'avais pas très bien compris en fait ça. Tu vois, au début, j'ai kiffé votre époque. J'ai compris le kiffer votre époque. Mais pourquoi il le dit? Genre, il kiffe plus, c'est comment, tu vois? En fait, je m'en suis rendu compte en avançant qu'on a chacun notre époque et la frustration, elle peut vite venir quand tu n'es pas en accord avec ce que les autres après toi font. Alors que c'est chacun son truc. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'imposerais à personne d'être comme ci ou comme ça ou comme à l'époque. Parce que déjà, c'est pas à moi la danse. Tu vois, ça m'appartient pas. Et ça appartient à ceux qui le vivent aujourd'hui pleinement. Et aujourd'hui, pleinement, je pense que c'est les nouvelles générations qui le vivent. Donc après, ils prennent des conseils à droite à gauche, forcément, sur des manières de faire. Mais ça reste à eux. Et nous, on ne pourra pas leur imposer quoi que ce soit parce qu'on ne vit pas la chose de la même manière. Donc, je pense que kiffer son époque, c'est une bonne manière de comprendre les choses et de profiter au maximum de ce qu'on vit, parce que ça reste pas en fait. Tu vois, ça reste pas. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, je le vivrai pas. Donc, je kiffe ce que je fais aujourd'hui, parce que je pourrais pas le kiffer de la même manière dans 10 piges. Tu vois ce que je veux dire? Comme la danse, aujourd'hui, je vais la consommer d'une manière que je la consommais pas du tout comme ça avant. Parce que je sais que ça sera plus jamais comme. Je vais pas dire, ouais, non, oubliez pas, tout à l'heure, tu me disais, ouais, maintenant, ça fait plus trop des call-out, etc. Je suis pas du genre à mettre un gros texte sur Internet en disant, ouais, c'est quoi cette génération, c'est claqué, vous faites plus de call-out. Tu vois ce que je veux dire? T'en fais plus.
bah, c'est toi qui vois en fait. Moi, à mon époque, j'ai kiffé. Bah, si toi, t'as pas envie d'en faire, fais-en pas. Point. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, le truc qui me vient en tête, ça serait ça, tu vois, kiffer son époque et regarde l'époque dans laquelle on est. Là, on est confiné. Tu vois, donc, il faut essayer de kiffer un minimum quand même les Ouais. situations dans lesquelles on est. Il faut trouver le positif à chaque fois et avancer, tu vois. Je pense que ça va vite, hein, même dans la danse, ils montrent le bon exemple au niveau de la créativité, hein, ça rebondit vite, hein. Les premiers battles en ligne ont été très intéressants. Ouais, il y a des trucs cool. Ok, Jidawi, eh ben, merci pour le temps que tu m'as accordé. Écoute, merci à toi, pas de souci, avec plaisir. Maintenant que, regarde, ça fait quelques années qu'on se connaît et tout, ça a toujours été un plaisir, tu vois, d'échanger avec toi, tu vois, les fois où on s'est vu, donc toujours un plaisir. Si tu as besoin, tu sais où me trouver, hein, comme d'hab. Ça fait plaisir, frérot. Et je te souhaite une très bonne continuation dans ce que tu fais aussi, et que ça soit ta petite famille ou autre, mais en tout cas, que du Carrément, positif, comme d'hab. carrément, on reste, de toute façon, on reste connecté de près, de loin, tu vois, on est là. Yes. Et puis, bah, tu vois, les prétextes, les croisements de vie sont là de toute façon, frérot. Bien sûr, comme d'hab. Bah, tout le bonheur et je te félicite et que Dieu vous bénisse très fort dans cette vie, dans la suivante avec ta petite famille Merci, et que hein. ton héritage soit la fraîcheur de tes yeux et, euh, Comme- et puis on avance ensemble, frérot. Yes, on fait ça. Merci à toi, bro. À très bientôt. Ouais, ça va comme.